La première fois que j'ai vu ces tweets-là, je les ai envoyés à mes potes et on s'est bien marré sur ça. Ça fait rire. Pourquoi se prendre la tête? S'il y en a qui considèrent ça comme islamique, en fait, je trouve qu'ils ont rien compris à la vie et à la liberté de. La liberté, c'est une forme de liberté d'expression. Je m'habille comme je veux, tant que ça. Je suis pas nu. Du coup, ça va pas porter atteinte à quelqu'un. Salut, c'est Ilyes. On se retrouve maintenant sur Pile Media. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. C'est parti. Quel est ton talent caché? J'en ai trop en fait. Bon, on va dire dormir la bouche ouverte. C'est tendance en ce moment. Quelque chose que tu ne feras plus jamais. Le triathlon, la 03000 là, à La Réunion. Triathlon le plus haut du monde. J'ai tellement souffert. Ça va plus jamais. Plus jamais. Le numéro de téléphone dont tu es le plus fier dans ton répertoire. Il y a Denis. Il y a Aïssa Ledouni. C'est un bon ami international tunisien. Mais je pense que le plus fier, c'est le numéro de la maman. Il n'y a rien de mieux. Dernière spicy. Quelle est la première personne que tu appelles lorsque tu as des problèmes? Ça dépend. Soit c'est le papa, soit c'est un de mes potes. Ça dépend du problème. Si le problème, il fait que mon père, il va bien me crier dessus, j'appelle mon pote. Et si j'ai vraiment besoin d'une vraie aide, j'appelle le daron. On est parti pour les questions en top tweet. C'est parti. Comment t'es-tu retrouvé à participer à koh Lanta? Peux-tu nous raconter ton expérience, le casting et ce qui t'a poussé à tenter l'aventure? Bah moi depuis petit, vraiment depuis mon plus jeune âge, depuis que je me souviens, que j'ai des souvenirs, je kiffe l'aventure. Je kiffe la découverte du monde, je kiffe les documentaires sur les animaux, sur la planète Terre, sur l'espace. Je kiffe les missions de Bear Grylls, Man vs Wild, seul face à la nature là. Je kiffe les aventures de Mike Horn. Du coup, ouais, c'est un cheminement logique. Ensuite, dès que j'ai eu l'âge et l'argent pour commencer à voyager et à partir moi-même, que ce soit dans les Alpes ou dans des environnements un peu plus hostiles, je l'ai directement fait. Du coup, ouais, c'est une passion. C'est vraiment ma passion, c'est l'aventure. Et le casting, c'était super long. Moi, j'ai postulé 4 fois. Et j'ai été pris là, pour ma quatrième pour la quatrième fois que j'ai postulé. Les 2 premières fois, aucune nouvelle. La 3e fois, j'ai monté quelques étapes, mais je me suis arrêté là. Et la 4e fois, on m'a rappelé pour reprendre où je m'étais arrêté. Du coup, c'était le destin. Tu as mentionné que ton aventure sur l'île Maudite a été très difficile. Peux-tu nous raconter un moment précis où tu as failli abandonner? Ouais, l'île Maudite, ça a été, je pense, le moment le plus compliqué de mon aventure. Après, j'ai jamais failli abandonner là-bas. J'ai toujours été déterminé parce que je savais qu'on allait avoir une chance de revenir dans le jeu. Du coup, fallait pas que le mental y lâche maintenant. Ça veut dire que je suis resté déterminé, je savais ce que je voulais. Mais ouais, au moment où on arrivait sur l'île Maudite, c'était très compliqué parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait advenir de nous. On était sur une île maudite, les conditions de survie étaient extrêmes et ouais, il y avait rien pour nous. On ne savait pas ce qu'on faisait ici, on ne savait pas ce qui allait se passer après, on ne savait pas comment on allait pouvoir avoir la chance de réintégrer le jeu. Est-ce qu'on allait vraiment avoir cette chance-là ou pas? Du coup, mentalement, c'était compliqué. Koh Lanta a été marqué par des polémiques de triche en 2021. Pendant ton aventure, as-tu été tenté de tricher? As-tu eu l'impression que les candidats étaient davantage surveillés pour éviter de tels problèmes? Ouais, il y a eu cette polémique en 2021 qui a pas mal entaché l'image de Koh Lanta. En fait, pas tellement en fait, vu que c'est des aventuriers qui ont triché et ça ne les concerne qu'eux, ça ne concerne pas la prod en soi. Après, nous, on était vraiment sur une île déserte. Eux, il y a eu des petits problèmes, je crois que c'était... Je connais pas vraiment les histoires, je crois que c'était principalement Théoura qui était sur son île natale. Du coup, ça c'est... on te met sur une île où tu viens, c'est comme si on me met dans ma ville au 93, on me dit vas-y, tu vas mourir de faim ici. Et au loin, tu vois des personnes de ta famille et... Franchement, Théoura, moi, de mon point de vue, je peux pas lui en vouloir. Franchement, de mon point de vue, ce qu'il a fait, c'est... On nous donne des conditions extrêmes. Et ouais, tu vois de la nourriture au loin, je sais pas si d'autres auraient réagi différemment que lui. En tout cas, moi, je m'exprime pas sur le sujet. J'ai pas été dans sa situation.
Du coup, je peux pas dire comment j'aurais réagi, mais dans sa situation, c'est compliqué. C'est compliqué. Et non, j'ai pas eu l'impression qu'on était surveillé particulièrement. On n'avait pas d'opportunité de faire ce genre de choses. Et je pense pas qu'on l'aurait fait parce que ouais, on vivait bien notre galère. Certains reprochent que certains candidats soient plus mis en avant que d'autres. As-tu l'impression qu'il y a des préférences ou des choix éditoriaux dans la manière dont certains candidats sont présentés? Non, en fait, il y a pas de... Ils essayent de montrer tout le monde et de mettre tout le monde à la même enseigne. Après, s'il y a un candidat qui est plus intéressant qu'un autre, ça reste de la télé et bah, je pense qu'il faut faire en fonction de ça. C'est quelqu'un qui parle jamais, qui est dans son coin, sur les épreuves, il agit pas beaucoup, sur le camp non plus. On va pas le filmer et le mettre plus en avant que quelqu'un qui va avoir une personnalité plus intéressante. Du coup, ouais, je pense que c'est pas une question de préférence, c'est juste une question de personnalité intéressante ou non. Du coup, ouais, je pense pas que c'est égalitaire pour tout le monde, c'est en fonction des personnalités. Après, je sais pas, j'ai pas les codes de la prod. Ton maillot de bain a suscité une polémique absurde sur les réseaux sociaux, certains l'ayant qualifié de maillot de bain islamique. Comment expliques-tu qu'un simple vêtement ait déclenché autant de réactions? Ouais, la preuve, ça me fait rire. Moi, je préfère en rire qu'en pleurer. La première fois que j'ai vu ces tweets-là, je les ai envoyés à mes potes et on s'est bien marré sur ça. Ça fait rire. Pourquoi se prendre la tête? S'il y en a qui considèrent ça comme islamique, en fait, je trouve qu'ils ont rien compris à la vie et à la liberté de... La liberté, c'est une forme de liberté d'expression, je m'habille comme je veux, tant que ça... Je suis pas nu, du coup ça va pas porter atteinte à quelqu'un. Du coup, ouais, mon maillot de bain, j'ai l'habitude de mettre un collant en dessous, que ce soit quand je fais mes sports de combat ou autre. Et ouais, c'est aussi en fonction de ma religion qui veut que l'homme cache ses parties du genou, au-dessus du genou en soi, je pouvais même le monter un peu le collant. C'est les cuisses principalement, jusqu'à en dessous du nombril. Et ouais. Ça a fait réagir. Mais c'était que le premier épisode. Après, quand ils ont vu que j'étais carré, que j'avais un comportement respectable et que j'étais un bon élément dans mon aventure, j'ai eu plus aucune remarque par rapport à ça. Charlotte, finaliste de ta saison, a déclaré dans une interview que tu l'avais déçue lors de l'épreuve d'orientation. Quel est ton point de vue sur ces propos et quelle est votre relation actuelle? Ouais, Charlotte, elle avait dit ça dans l'une de ses interviews. C'est dommage parce qu'elle me l'avait jamais dit en vrai. Alors que c'est quelqu'un qui disait souvent les choses, c'était pas quelqu'un d'hypocrite qui va attendre à parler après. Là, elle me l'a pas dit en vrai. Je peux comprendre que je l'ai déçue, après elle m'a déçu aussi. C'est une épreuve, c'est le meilleur qui gagne et on met tous les moyens de nos côtés pour gagner. Les images, ils mentent pas, hein. À des moments, je lui dis certaines choses, des moments, c'est elle qui me suit, qui me regarde, qui vérifie tout ce que je fais. C'est une épreuve très très compliquée, la course d'orientation. Et moi, de mon côté, je lui en veux pas. Je lui en veux pas sur le moment, je lui en voulais, certes. Mais quand l'épreuve elle est finie, je lui en voulais plus. Et ouais, on peut dire que je l'ai déçu, mais pendant l'épreuve, vraiment pendant l'épreuve, je me suis excusé par rapport à ce que je disais. On était en pleine recherche et ça, c'est très bien. Je me suis excusé et je lui ai dit bonne chance à toi, c'est toi qui gagnes, tu l'auras mérité. Et même ensuite, quand j'ai gagné le poignard, je ne sais pas s'il y a d'autres aventuriers qui ont déjà fait ça dans l'histoire, mais je l'ai aidé à chercher l'autre poignard. Je l'ai aidé à s'orienter, je l'ai motivé, je l'ai boosté. Et au jour d'aujourd'hui, on a une bonne relation. De temps en temps, on peut être amené à échanger. Tranquille, j'ai de problèmes avec personne. Tu t'es défini comme 100% français et 100% algérien. Comment vis-tu cette double identité, surtout dans un contexte médiatique parfois tendu? En fait, c'est une chance. Je trouve que c'est vraiment une chance d'être à la fois français et algérien. Il y a le maillot. Bah alors, la preuve, au hasard, j'ai le maillot de Zizou. Lui aussi, il est franco-algérien. C'est une chance, c'est une double nationalité, un double héritage culturel. J'aime beaucoup l'Algérie, j'aime beaucoup la France, je respecte les deux. Et c'est vrai que le contexte actuellement il est tendu, mais en tant que franco-algérien, la diaspora algérienne qui vit ici en France, on doit essayer de mettre des choses en œuvre pour permettre une meilleure relation entre les deux pays, une meilleure relation politique, je sais pas, avec plus de dialogue, et je pense que ça va se faire petit à petit. Tu parles avec fierté de ta commune, Clichy-Montfermeil. En quoi ton parcours dans Koh Lanta et après a-t-il été aussi un moyen de défendre une autre image de la Seine-Saint-Denis? Ouais, franchement, je suis très très fier d'où je viens. Je viens de Clichy-Montfermeil, d'ailleurs des dédicaces à tous mes rêves de Besson et du 9-3.
On a souvent une mauvaise image en tant que banlieusard. C'est des quartiers populaires, souvent très pauvres, où il peut se passer de choses parfois pas très propres, malheureusement. Mais il y a aussi un très gros potentiel, notamment dans le sport ou sur les études ou dans différents secteurs. Dans le cinéma aussi, de mon quartier, et ici aussi le producteur des Misérables, Ladjli. Il a fait un carton incroyable. À 10 minutes de chez moi, il y a où Mbappé vivait. Il y a Bondy, Mbappé, voilà, il n'y a pas besoin de plus pour le décrire. Du coup, ouais, il y a un potentiel incroyable en Seine-Saint-Denis et c'est bien de mettre en avant tout ça et pas parler que des faits divers. Du coup, ouais, c'est une grosse fierté et j'espère être une bonne image de mon département. On te sent très sensible aux causes humanitaires, notamment à travers par exemple la cagnotte que tu as lancée pour les enfants au Mali. Est-ce quelque chose qui t'est venu avec la notoriété ou as-tu toujours eu cette envie d'aider? Non, franchement, j'ai toujours eu cette envie d'aider. Même quand j'avais aucune notoriété, j'essayais de mettre en place de ce genre d'action avec des contacts que j'ai par exemple au Sénégal. Mais ouais, avec cet élan sur les réseaux sociaux, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour de nobles causes. L'humanitaire, ça me touche beaucoup et j'aimerais bien toujours avoir des projets en lien avec ça. Aider les autres, je pense que le meilleur des hommes, c'est celui qui se rend le plus utile pour les autres. Faut essayer de se mettre à la place de ceux qui vivent ce genre de personnes, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde, dans des pays pauvres, dans des pays où on meurt réellement de faim. Sur Koh Lanta, j'ai eu cette expérience-là où on mourait quasiment de faim, mais on sait qu'il y avait l'équipe médicale avec nous. Tôt ou tard, tu allais rentrer chez toi, tu allais manger comme un gros porc. mais ouais, il y en a malheureusement qui meurent vraiment de faim. Et quand j'étais là-bas sur l'île, je me rendais compte, je me disais, mais attends, là, je crève la dalle. Il y en a, c'est leur quotidien, et il y en a, c'est encore pire. En mode, ils voient leurs enfants mourir, mais vraiment mourir, parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Et je trouve ça horrible, donc ouais, faut essayer de se mettre à la place des autres, et c'est que comme ça que je pense que ce monde de fou, il ira mieux. As-tu regardé la nouvelle saison de Koh Lanta? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? As-tu un ou une aventurière préférée cette année et peut-être avec qui tu accroches un peu moins? La vérité, j'ai pas suivi la nouvelle saison. Ça fait un bon moment que je suis plus du tout Koh Lanta. Je regarde sur les réseaux, je suis toujours abonné à leur compte, du coup j'arrive à savoir qui gagne, qui est impactant sur les épreuves, etc. Même avant de participer moi-même, la dernière saison que j'avais regardée vraiment, c'était Koh Lanta la légende. Du coup, depuis, j'avais quasiment rien regardé, aucun épisode, même la finale, à peu près, je zappe un peu, je regarde du coin de l'œil. Du coup, là, je connais pas grand monde chez les aventuriers, mais la saison, elle est pas mal, de ce que je vois en tout cas sur Insta. Ce qui en ressort, c'est qu'elle est pas mal. Il y a un casting qui est pas mal aussi. J'étais principalement pour les candidats de l'équipe du Nord, les Violets, parce que je suis ici moi-même de Paris, du coup j'essaie de leur donner un peu de force. Après, ouais, la vérité, je me serais pas vu dans cette saison. Par rapport au casting, etc., je me serais vraiment pas vu. Je suis vraiment content d'avoir appartenu à ma saison et à mon casting. Mais il y a des aventuriers très très intéressants et super drôles aussi. Je pense notamment à, je crois qu'il s'appelle Adrien. C'est un petit jeune ingénieur comme moi. Et ouais, il me fait rire, en tout cas sur ses réseaux, il me fait rire. Il y a Claire aussi, issue de l'équipe du Nord avec Johanna qui... Je pense qu'ils vont aller loin. Ils ont un bon profil pour aller loin, ils sont soudés ensemble. Et ouais, c'est des guerrières. Du coup, ouais, pour l'instant, on part sur ça. Si tu avais une seconde chance de Koh Lanta, qu'aurais-tu fait différemment? La vérité, j'aurais rien fait. J'aurais rien changé. Mon aventure, je l'aime comme elle est. Que ce soit ma première défaite qui m'emmène à la tribu Mojit et ensuite ma remontada pour arriver jusqu'au poteau, j'aurais rien changé. Il y en a beaucoup qui me disent sur les poteaux, t'as trop bougé, t'as été déconcentré. Non, ça c'était au début. Après, à partir du moment où ça s'est vraiment corsé, je me suis concentré à fond, je bougeais plus du tout. Et ouais, j'ai une erreur d'inattention, une goutte de sueur que j'ai essuyée. Mais même avec du recul, c'est pas grave, j'accepte vraiment mon sort. Je suis quelqu'un qui accepte le destin comme il est. Du coup, j'ai pas envie de changer ça. Même si je suis troisième, j'ai pas envie de changer de rôle,
de me dire ouais, j'aurais pas dû essuyer, j'aurais peut-être gagné les poteaux, j'aurais peut-être gagné koh. Je suis content de ma place de troisième et je trouve qu'il y a un charme particulier. Ne penses-tu pas que diffuser 2 saisons de koh par an est un peu excessif? Est-ce que tu crois que l'émission gagnerait à faire une pause? Ouais, moi je suis de cet avis-là. Je trouve que ça enchaîne trop les koh. Malheureusement, après, on se perd avec les candidats. On n'arrive plus à accrocher vraiment sur un candidat. Avant, je pense, et je suis même sûr qu'il y avait moins de saisons par an. Et ça faisait du bien. Tu avais une pause. T'attendais vraiment. koh, ça commençait à te manquer. Tu disais, ah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de saison de koh. Ce serait bien qu'il y ait une petite saison. Ça fait quoi? Tu regardes, tu vois que ça faisait 9, 10 mois. Là, entre ma saison et la saison actuelle, il n'y a eu que 3 mois. C'est-à-dire en 3 mois, tu as des nouveaux candidats à apprécier, à accrocher avec eux, tu as une nouvelle aventure à suivre, des nouveaux concepts. Je trouve que ça va un peu vite. Après, si ça marche, pourquoi pas, hein. Faut voir la vie générale des téléspectateurs. Mais perso, je pense que ça marcherait encore plus si on laissait vraiment ce goût de manque. Quelles sont tes envies et tes projets pour la suite? Pour la suite, là, je me développe pas mal sur mes réseaux sociaux. Toujours dans le thème de l'aventure, du sport, du dépassement de soi. Un peu de lifestyle. Je suis quelqu'un qui aime bien l'humour et qui aime bien des projets concrets en direct. Du coup, ouais, là, je pars pour de nouvelles aventures, de nouveaux défis sportifs. J'aimerais bien réaliser Paris-Casablanca en vélo. Je sais pas si ça serait possible. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de mettre tout ça en place, voir s'il y a des sponsors qui pourront m'accompagner. Et pourquoi pas, hein. Et ensuite, pourquoi pas revenir sur koh et tout éteindre encore une fois. J'aime bien ça fait le mec arrogant. Mais pour être plus sérieux, ouais, pourquoi pas une prochaine aventure koh si ça se présente à moi. On m'a rien proposé, mais j'aimerais bien participer à une autre. En fait, sur le moment même, pendant l'aventure, tu te dis non, c'est trop une galère, plus jamais de ma vie je refais ça. Même on me paye des millions, je reviens pas. Et en tout cas pour moi, dès que mon aventure s'est finie, mais vraiment pas, je suis rentré en France, non, dès que je suis tombé des poteaux, j'ai su que mon aventure était finie, je me suis dit non, si on me le propose, c'est sûr, je reviens direct. C'est sûr, parce que ce que tu vis là-bas, c'est unique, c'est indescriptible, c'est incroyable. Du coup, ouais, si on me le propose, je pars direct, hein.